Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Louise Chenard. J'ai le plaisir d'animer le panel qui va suivre. Alors, nous avons 6 personnalités qui auront à débattre le questionnement suivant. Quel est le rôle du patient au sein de son équipe médicale et comment celle-ci favorise-t-elle l'inclusion du patient dans tous les aspects touchant sa trajectoire de soins? Alors, je remercie d'avance les 6 panélistes qui ont chaleureusement accepté de venir se joindre à nous. Alors, je vais demander aux personnes suivantes de venir prendre place dans l'ordre. Dr Denis-Claude Roy, Madame Diane Huberdeau, Monsieur Philippe Blouin, Monsieur Vincent Dumès, Madame Judith Ricard et enfin Monsieur Paul Balthazar. Vous êtes vraiment un public attentif. Je suis fière de vous, très fière de vous. Alors, à vous tous, un gros merci d'avoir accepté notre invitation à participer au panel de discussion. Je suis heureuse de vous rencontrer et je vous souhaite un bel après-midi. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, accorder à chacun d'entre vous un court moment afin de, vous présenter, parce que ce n'est pas tout le monde qui vous connaît, et de donner un peu votre position face à la question initiale. Alors, je commencerai. Monsieur Balthazar? Oui, avec plaisir. Est-ce que... Ah, ça fonctionne. Bravo. Paul Balthazar, je suis... juste au plan personnel, rapidement. Moi, j'ai eu une greffe de moelle osseuse le 24 octobre 2008. Donc, aujourd'hui, je suis à 2 mois de faire mon 5 ans. C'est une étape excitante pour moi. Je suis marié, ma conjointe est là. On a 3 enfants de 14 ans, 18 ans et 19 ans. Et je suis dans la vie directeur régional pour le Québec et l'Atlantique pour une firme qui s'appelle RBC Dominion, qui fait partie du groupe financier RBC. Est-ce que vous voulez, Louise, que je parle de la question? Oui. Alors, moi, je dois dire qu'il y a peut-être 3 éléments par rapport à cette question-là. Le premier, c'est la confiance. La confiance dans son équipe médicale, puis dans son équipe médicale élargie, qui inclut, moi, ce que j'appelle la famille, puis les amis, puis William qui est là, qui a été un support incroyable pour moi. Mais je n'ai pas de mérite pour la confiance. Moi, mon père était médecin spécialiste. Et donc, j'ai grandi dans un environnement où j'ai apprécié ce qui était l'expertise puis les compétences des médecins. Et puis bon, toute l'équipe qui est autour des médecins. Incluant donc les infirmières, les nutritionnistes, les psychologues et tout. Je pense que ça joue un rôle critique. Si vous êtes frappé par la maladie, comme les gens ici, il y a normalement une petite étape de panique. Et là, on cherche ses repères, puis on cherche à qui on va faire confiance. Et moi, en partant, j'avais cette confiance-là vis-à-vis de mon équipe médicale. Et ça a joué un rôle majeur. Le deuxième élément, c'est que, à travers tout ce qui m'est arrivé, parce que ça dure assez longtemps. En fait, j'étais en convalescence pendant 1 an et demi. J'ai été en isolation pendant 53 jours à Maisonneuve-Rosemont. Je pense que, comme encore là, dans le rôle du patient, on contrôle certaines choses, puis on en contrôle beaucoup moins. Donc, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Et puis, je pense qu'un des éléments que vous contrôlez, c'est de participer, de jouer un rôle actif dans votre guérison.
Et puis, le dernier élément, moi, j'ai toujours eu, évidemment, vu dans l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, j'ai toujours eu un intérêt pour la chose scientifique, au-delà même du côté médical, là. Et donc, même si dans la vie de tous les jours, j'ai pris un autre chemin, je suis dans le monde de la finance, il reste que j'ai toujours eu une passion pour la science. Et bon, encore là, quand tu tombes malade, tu cherches des réponses. Et moi, ça m'a aidé de poser des questions, d'essayer de comprendre non seulement ce qui m'arrivait, mais comment je pouvais faire une différence à toutes les étapes. Encore là, c'est un long processus. Chacun, c'est différent. Chacun, vous allez réagir de façon différente. Mais moi, je voulais un peu savoir, là, au-delà de la science puis des statistiques, bon, comment est-ce que personnellement, ça pouvait m'affecter. Puis ça change tous les jours. Donc, de comprendre, ça m'aidait. Ça m'aidait à diminuer mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété. Et encore là, je pense que ça a fait une différence. Oui. Vous emmenez d'emblée la question de la confiance. Puis la question, c'est, bon, quel rôle le patient doit avoir? Quel est le rôle du patient? C'est certainement un des rôles les plus importants dans un processus de soins. Ce n'est pas le rôle le plus important parce qu'un processus de soins, ça se fait en relation. On parle de confiance, et la confiance, c'est quelque chose qui se mérite, qui se bâtit. C'est un processus dynamique aussi. Monsieur Blouin. Oui. Vous vous êtes pas présenté. Ah non? Excusez-moi. Donc, Philippe parce Blouin. que là, il parle de façon comme un expert. On va comprendre pourquoi. Okay. Donc, Philippe Blouin, je suis psychologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Okay. En hématologie, en soins palliatifs aussi. Donc voilà. Donc, la notion de la confiance, c'est d'ailleurs la confiance qui permet à un processus psychothérapeutique d'aller bien. Il n'y a pas de processus psychothérapeutique qui peut aller bien sans qu'il y ait au préalable, j'allais dire, un don de confiance. Hein? Je veux dire, le patient nous fait confiance, c'est quasiment un cadeau, hein? C'est quasiment un don. Il y a quelque chose du lâcher-prise à l'intérieur de ça. Il y a quelque chose du risque aussi à l'intérieur de ça. Mais sans ce lien de confiance-là, il n'y a rien qui est possible. Il y a la question de la solitude aussi. La solitude est beaucoup plus... Il y a une part de solitude dans tout processus de soins, mais la solitude est quelque chose de beaucoup plus difficile à porter lorsque... Il y a une solitude qui s'inscrit dans de l'isolation, et il y a une solitude qui s'inscrit dans un ensemble plus large. Un ensemble plus large qui implique une équipe, qui implique aussi les proches. Donc, la solitude est beaucoup plus facile à porter lorsqu'elle est portée ensemble. Donc, la notion de confiance ramène aussi à la question de la manière de vivre la solitude qui est inhérente à tout processus de soins. Merci beaucoup. Docteur Roy, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, mon nom, c'est Denis-Claude Roy. Je suis hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis directeur du Centre d'excellence en thérapie cellulaire et du Centre de recherche. Et je vais peut-être parler un petit peu, non seulement de l'aspect clinique, mais de l'aspect aussi recherche, puis d'incorporer. Je peux vous dire que la participation du patient à son traitement, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup, je vais vous avouer, dans les écoles de médecine, surtout dans le temps où moi je l'ai fait, là, comme vous voyez, quelques années, 2, 3. Il est clair que, particulièrement dans le domaine où je pratique, qui est celui de la greffe de moelle en particulier, et des patients qui sont atteints de leucémie, de lymphome, où on a des traitements qui sont intensifs, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est un patient qui fait un pas dans le vide, à savoir qu'il ne connaît pas l'étape suivante et donc il est toujours anxieux de ce qui va se passer. Alors, je pense que c'est particulièrement important de bien expliquer aux patients quelles sont les différentes étapes de son traitement. Alors, 1, d'expliquer qu'est-ce que la maladie. 2, d'expliquer
quels sont les différents traitements qu'on peut offrir aux patients, comment chacun des traitements s'échelonne et quelles sont les implications, de déterminer les effets positifs, alors quels sont les avantages d'un traitement versus un autre, mais aussi d'expliquer les effets secondaires de chacun des traitements et dans tout ça, de respecter la volonté du patient. Et ça, c'est particulièrement important. Et cette démarche-là est importante en clinique et elle est tellement importante qu'en recherche, chacun des éléments est repris et quand on expose un patient à un protocole de recherche, bien écoutez, il y a un formulaire de consentement. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, il y avait des consentements qui faisaient 1 page. Alors aujourd'hui, maintenant, ça va de 6 pages à 20 pages, à 30 pages, ce qui est un peu aberrant et je pense qu'on est passé d'un extrême à un autre où on explique tout. Et je vous dirais qu'au bout de la ligne, l'important, ce n'est pas de comprendre tous les détails et toutes les subtilités de chacun des éléments de votre traitement, mais de bien comprendre la vue d'ensemble, de comprendre l'objectif, puis de comprendre les principales, je dirais, les principales complications qui sont possibles. Et il est clair qu'il n'y a pas un patient qui rencontre toutes les complications associées à un traitement ou à un médicament. Quand il y a 30 pages où on décrit la procédure et les effets positifs et négatifs, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Je dirais qu'un des éléments qui a été soulevé, que Philippe a repris, c'est celui de la confiance. Et puis, je pense qu'un des éléments de la confiance, c'est d'être capable de comprendre que le médecin qui est devant vous va vous expliquer, va expliquer au patient quels sont les effets qui sont importants. Et je donne toujours comme exemple, si vous prenez du Tylenol, vous savez qu'il y a 2 à 3 pages d'effets secondaires associés dans tous les médicaments, dans les livres sur les médicaments. Pourtant, tout le monde en prend, puis je suis certain que personne maintenant lit la bouteille pour savoir, puis c'est même pas marqué sur la bouteille, parce que naturellement, ça ne rentre pas sur la bouteille, là. Mais il n'y a personne qui fait son tour sur l'Internet pour voir avant de prendre un comprimé de Tylenol. Ben, c'est un petit peu la même chose avec les traitements. Et puis, c'est clair que dans toute cette panoplie d'effets secondaires potentiels, bien, il y en a quelques-uns qui sont vraiment plus importants que d'autres, puis il y en a que vous ne verrez jamais et que même nous, on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais de toute notre existence. Merci, Dr. Roy. Mais on va revenir parce que votre approche n'est pas nécessairement partagée par tous vos collègues. En tant que patiente, je peux en témoigner. Madame Ricard? Oui, je vais me présenter un petit peu. Moi, je fais partie de ces gens qui n'osent, par crainte de déranger, par peur de me tromper ou tout simplement d'être ridicule. Je préfère toujours me dissimuler dans la foule puis passer inaperçue. Or, plutôt que de banaliser les signes qui se manifestent depuis quelques mois, déjà, je passe à l'action. Je décide de communiquer avec le bureau de mon médecin le 13 juillet, puis heureusement, a une annulation pour le lendemain. Sans le savoir, je désamorçais déjà mon destin fataliste qui m'attendait dans les 72 heures qui ont suivi cet appel, parce que j'ai reçu le diagnostic de leucémie le 15 juillet 2005. Donc, je me considère chanceuse dans ma malchance parce que j'ai été prise en charge très rapidement, bien que ce fût de façon extrémiste. La semaine du 10 juillet, j'avais fait quelques recherches sur Internet sur la leucémie, mais je banalisais le tout, incapable de faire face à la réalité que j'anticipais. La visite chez mon médecin, le 14, qui me demande tout de suite d'aller passer une prise de sang. On obtient tout de suite les résultats. Je reçois un appel d'un médecin d'un hôpital qui me dit qu'il veut me rencontrer dès le lendemain. Tout se déroule très rapidement.